Grand reportage avec la messagerie personnelle CIC. Échangez avec son conseiller dédié en toute confidentialité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue dans le 6e épisode de la série de Grand Reportage spécial WWE. C'est le 6e épisode après l'épisode sur Stone Cold Steve Austin. Aujourd'hui on va parler, il est passé de catcheur à la WWE à se suicider, à faire un double meurtre, suicide en 2007. Je vais parler bien sûr du catcheur Chris Benoit. En 2007, il a tué son épouse et son enfant avant de mettre fin à ses jours. Et c'est à partir justement de ce jour-là que les coups de chaise ont été interdits à la WWE. De son prénom, Christopher Michael Benoit est né le 21 mai 1967 à Montréal au Canada. Il est décédé le 24 juin 2007 à Fayetteville, en Géorgie. En effet, il faisait 1m08 pour 99,8 kg. Il a été en couple avec Martina Benoit de 1988 à 1997 et plus récemment de 2000 à 2007 avec Nancy Benoit. La cause de sa mort est un suicide, mais il ne s'est pas pendu, il a fait un double meurtre-suicide. Qu'est-ce que c'est un double meurtre-suicide? Tu vas dire d'abord, tu vas tuer deux personnes avant de te suicider. Et justement, le thème de notre vidéo, on va parler de la carrière in-ring de Chris Benoit. De son prénom Christopher Michael Benoit, il est le 21 mai 1967 à Montréal au Canada. Il travaillera Ils sont partis dans les couloirs du temps. les couloirs. Salut à tous, bienvenue les amis pour un nouvel épisode des couloirs du catch. Je promets ça complètement en train, je n'ai pas dit qu'on avait lancé la vidéo. Exactement, ouais. Alors mais ça y est, j'espère que tu vas bien. Bah ça va très bien toi Thomas. Ça va super, j'espère que la route de WrestleMania te passionne. Regardez les lives les amis, vous allez voir à quel point cette route de WrestleMania, on en est très content. Ah ouais, on est fin heureux. Hein. Le retour de Pat McAfee nous a mis en grande joie. Ouais, et notre bon ami Phil Brooks aussi. Si, Charles Montgomery Punk. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une émission. Alors, je dis toujours que les émissions sont un peu spéciales quand je commence une émission. Mais là, pour le coup, c'est un running gag. C'est un running gag, là pour le coup c'est vrai. Oui. Parce qu'on va faire, comme vous avez vu sur la miniature, une émission sur Chris Benoit. Je vais tout de suite donner le contexte, après on fera comme d'habitude le petit texte. Néanmoins, comme on n'a pas envie... Alors déjà, on va faire une émission où on va totalement différencier le catcheur et l'homme. Un peu comme on avait fait avec notre grand ami Ultimate Warrior. Oui. Mes grands amis avec des guillemets. On va faire que la carrière de Chris Benoit. Voilà. On va rester vraiment focus sur sa carrière. On refera un épisode total sur l'affaire Chris Benoit dans un épisode des tribunaux du catch. Tribunal, enquête. Investigation, voilà. Néanmoins, pour ceux qui en ont envie, vous avez une très très bonne émission d'un ami à nous qui est l'envers du ring. C'est ça. Il vous a traité l'affaire Chris Benoit avec énormément de respect et d'une pertinence rarement vue sur YouTube. Oui, et il fait pas les mêmes concepts que nous, c'est des vidéos très très bien montées, des vidéos plus courtes, et on vous conseille d'aller vous abonner. Allez vous abonner, allez voir, je remettrai le lien dans la description, parce que franchement c'est très qualitatif. Donc c'était important pour moi de dire ça. Donc vraiment Messiah, on s'arrêtera au moment où il signe à la ECW. C'est la fin quoi. Voilà, non mais voilà. Et pour tout ce qui est ça, on traitera un petit peu plus tard. Parce que au moins ça va nous permettre de faire une vidéo vraiment focus sur la carrière
Et ensuite, on partira vers Et du coup, on fait bien le disclaimer. Je risque d'être très pompeux sur le catcheur Chris Benoit, de dire de très très bons mots et de le glorifier. En tant que catcheur. Mais le catcheur, vraiment, Voilà. en tant qu'homme, je sais qu'il y a des gens qui arrivent pas à faire la différence. Bah, vous nous pardonnerez. Moi, j'arrive, par exemple, sur ce catcheur-là, comme il est mort et qu'il est pas encore en vie, encore en train de continuer de faire des horreurs. Bah, en fait, j'arrive à différencier parce que le mec n'est plus là. Après, niveau horreur, il a bien fini. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je comprends tout à fait. Alors, du coup, les amis, merci pour les retours sur les lives. Le live des 650 abonnés. Les lives que tu fais aussi, qui sont de plus en plus vus en rediffusion. Bah, faut dire, ils sont rediffusés. Maintenant, ils sont rediffusés derrière. aussi, ouais. Voilà, j'en ai toujours un peu en retard, mais c'est moins important. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Le petit Netiboost qui fait toujours plaisir et qui nous permet toujours de grimper dans les algorithmes et de donner un peu plus de visibilité à cette chaîne. N'oubliez pas la cloche. Voilà, c'est très important. Et puis ceux qui veulent, vas-y, je te prends le lead. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à utiliser le bouton rejoindre pour le prix de 2 €. Un café. Voilà, pour le prix d'un café, vous pouvez rejoindre la chaîne, ce qui vous permettra d'avoir quelques petites contreparties. Il y en aura de plus en plus en avance. On va essayer. Voilà, donc déjà vous avez les vidéos, ceux qui sont members ont les vidéos en avance. Dès que Thomas a fini de les monter, vous pouvez directement les voir. Avec un peu de bol, Chris Benoit, par exemple, les membres de la chaîne l'ont déjà eu depuis vendredi ou samedi, peut-être. Peut-être, ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc il y aura quelques contreparties, des vidéos un peu bonus. Vous aurez la primeur dessus et ça permet de nous soutenir, de faire évoluer éventuellement le matériel. Et que bientôt vous voyez nos tronches. Voilà, c'est ça. Éventuellement. Là, pour ceux qui ont vu les lives, les derniers lives, j'ai fait évoluer aussi le décor pour les lives. Je sais pas si vous avez vu. J'ai arrêté de vous montrer mon pandoir à linge et mes calbars. Là, maintenant, vous avez un vrai décor. Vous avez un vrai décor parce qu'on me l'a demandé et c'est vrai que ça faisait un peu schlappy. Donc là, maintenant, c'est bien. Ça fait un peu plus propre et je vais le faire évoluer progressivement, d'acheter un peu du matos pour ça rendre le truc un peu plus joli. Il manque juste un rouleau de sopalin là sur ton meuble et on est parfait. Ouais, on est parfait. Bon, désolé, je suis fan de Pokémon, je peux pas trop le cacher. Thomas se retourne en regardant le décor. Non. Ah bon. Voilà. Non, par contre, c'était important, on commence là, on rigole, on dit mais c'est vrai que Messiah a très bien dit le terme, on va vraiment rester sur le catcheur. L'homme, on parlera un petit peu de son perfectionnisme. Oui. Et l'affaire Chris Benoit, comme je le dis et je le redis, l'envers du ring a fait quelque chose de génial et nous on le traitera aussi, mais comme ça un petit peu plus tard. Voilà, nous on le traitera d'une manière différente de la sienne de toute façon. Collaboration avec Lunatic Enigma qui arrivera après WrestleMania. Je le mettrai en post. On en parlera aussi dans les lives. Oui. Je donne pas le sujet parce qu'il faut pas que je le spoil. Je l'ai spoilé au live, mais là je vais pas le respoiler. Donc le jour où il diffusera l'émission, il n'y aura pas d'émission des couloirs du catch. Et je tiens à dire, je vais en discuter avec le chef en face de moi. On se laisse peut-être un créneau pour le lendemain de WrestleMania de pas mettre un podcast à midi pile parce que avec tous les résultats de WrestleMania qu'il va avoir, est-ce qu'il va pas être noyé dans la masse? Exactement. Enfin, je dis ça, mais la dernière fois, c'était... On a fait ça, c'était la vidéo qu'on déteste le plus de notre chaîne, et c'est la première qui avait atteint les 1000 vues. Voilà, donc on verra bien. On se laisse on réfléchit, on verra bien, on a encore 15 jours pour se mettre d'accord. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour pour l'intro. Est-ce que j'ai oublié peut-être encore quelque chose? Non, rejoignez le Discord si vous voulez. Je continue à faire nos modérateurs, surtout Loman, fait beaucoup de watch along, il diffuse pas mal de trucs, que ce soit du catch ou hors catch. Il y a pas mal de cinéma qui est diffusé en ce moment. La veille, on a regardé le Marginal avec Belmondo, j'ai adoré. Ouais. Et là, on devait se lancer dans le professionnel. Le problème, c'est que mon collègue m'a dit, tu vas voir, c'est un super film, il meurt à la fin. Donc du coup, je sais pas si j'ai envie de le regarder. Mais du coup, t'as spoilé tous nos... Ouais, enfin, c'est bon, le film, il est sorti dans les années 70. C'est bon, quand même, les mecs, à un moment, faut être à la page. Ouais. C'est un peu comme dans... Et moi, je continue d'essayer de diffuser les gros shows. Donc, la veille de ce podcast, on a regardé en live AEW Dynasty. Donc, de manière générale, on essaie de faire les watch-along des pay-per-view WWE/AEW. Donc, quelques weekly, non? Quelques weekly. En ce moment, j'aime bien, dans la semaine, diffuser AEW Dynamite. Donc, je trouve ça cool. C'est le seul weekly de catch que je regarde. Et quand je peux, en fonction du travail ou non, j'essaie aussi de diffuser de la New Japan, parce que c'est le matin. Bien sûr. Voilà. Et puis vous allez bientôt me retrouver prochainement. Là, je suis en train de tester tout ça, mais cette semaine, la santé était pas top. D'ailleurs, j'ai un immense mal de dos pendant qu'on va tourner Chris Benoit. Si vous m'entendez un peu bouger, c'est parce que j'ai du mal. Mais je n'oublie pas aussi peut-être de faire quelques petits lives sur des jeux vidéo comme tu fais, où on parlera un petit peu plus d'actu générale. Pas forcément de catch, mais je m'interdis pas cette chose. Oui. Voilà. Donc du coup, cette intro a duré encore une fois trop longtemps.
Ouais, mais c'est un peu notre gimmick. Hein. Je te rappelle que je fais des intros d'1 heure dans les lives. Alors, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas, on le redit encore un coup, et on le redira à toutes les émissions. Les lives de Messiah servent surtout à... les live gaming, c'est plus une... merde, aide-moi. c'est un arrière-plan. Le principe de mes lives, comme tu dis, on va le redire à chaque fois, c'est de couvrir toute actu catch du moment et de faire participer les membres du Discord. Donc du coup, si un jour vous voulez monter en vocal avec moi pour pouvoir discuter de face à face, pas de face à face, mais en audio, eh ben vous aurez la possibilité, parce que je fais monter des gens pour faire un open mic, et on répond à toutes les questions du chat. Donc si vous êtes des coutumiers de la chaîne, mais une majorité silencieuse, si vous voulez nous poser des questions, et directement à moi, parce que Thomas est pas tout le temps là durant les lives, c'est le meilleur moyen de me les poser. Puis surtout que je pense qu'il y a peu de chaînes, et là je nous jette pas des fleurs, je vais dire la vérité, je pense qu'il y a peu de chaînes qui décryptent autant en ce moment l'actualité catchesque mondiale que nous. Oui. Parce que là, franchement, c'est difficile d'être plus complet. On est un poil aigri quand on parle de WWE. Ah bah rejoignez les Grid Time, les amis. Hein. À part de temps en temps quand on a quelques petits points noirs, mais c'est rare, hein. C'est rare. Bon, par contre, si Obafemi perd contre Brock Lesnar, je réponds plus de rien. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à 8 minutes, je voulais faire 3 minutes, c'est parfait. On va se lancer très rapidement. Donc sur la carrière de Christopher Michael Benoit, donc plus communément appelé Chris Benoit, qui est né le 21 mai 1967 à Montréal. La date de sa mort, on la connaît, c'est le 24 juin 2007 à Fayetteville. Voilà, c'est un ancien... Donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai trouvé peu de choses sur sa jeunesse. À part que il avait ce professionnalisme en lui dès le départ. L'envie de faire énormément de sport. Il avait déjà une routine qui était extrêmement pointue. Je pense que on peut déjà faire un petit truc, je te coupe par rapport à ça, je préfère le dire maintenant. Plus je regarde du Chris Benoit de l'époque et quand je vois les anecdotes dans toute sa carrière, je pense que ça a été un autiste qui n'a pas été diagnostiqué. Oui, de toute façon, quand tu vas parler de ce qui s'est passé au Japon avec Chris Jericho. Exactement. Voilà. Désolé, je me suis trompé un peu d'idéo. Du coup, donc, moi je vais vous donner un peu... On va voir un peu tous les titres que Chris Benoit a remportés de 1995 à 2007. Sabu shot and clothesline. Sabu shot it again. And catches the shooter with this phone. Oh, 1, 2, and... Il a été champion As well as the World Tag Team belts, his remedy, recruit the World Television Champion tonight. And if you watch Spring Stampede, you saw this is another chance for the Canadian to make that first critical error, that first mistake that... I think he did have him at Spring Stampede. Oh, and the knee... No! About making a mistake earlier. The wrestler that makes that first the corner. Look at this, pillar to post, corner to corner. Payback for the Macho Man. Bret the Hitman. Wyndham and Hitting. All time. Ric Flair and Hollywood Hogan. To get in a free shot. Blocked by the Wolverine. Hopefully we're not that Barry and tag to Benoit. Lights off now. Big headbutt. Il a été champion par équipe pendant 15 jours. Outside by a forfeit, he doesn't want it that way. Picks up Jarrett. Et pendant Position to get Starcade, Superplex. Jarrett. CW Starcade, Comes to the play. Picks him up. Starcade Break a leg. He can break a leg. He came loose by. c'est là où il remporte. Pendant un ladder match, c'est là où il Almost that bad luck to the ladder. He's gonna drop it. Il a été 2 fois champion des États-Unis pendant I un don't seul. think there's any question about it. It's been a very close win over the last couple of months. Donc on a réussi à 2001. Spill a lot of his blood. He's letting these two men decide it. Wow. Roundhouse. Up and by golly, here comes Benoit. He's gonna win this damn thing.
champion. Pendant un jour. Et puis il a fait son apparition à la version à la atacando Jerry con Chris Benoit en la esquina. Toca Kevin, viene ahora sí. le menace de WrestleMania 19. Se preguntan por qué lo salvó. WrestleMania 19, WrestleMania 20. En 20 parce qu'il a affronté Benoit l'attaque. avec Shawn Y viene Michaels. el tercero. No hay árbitro. No Il a hay été árbitro. une fois champion intercontinental Shows no en emotion, 2001. you're right. Look at him. Who may be the next WWF 16 en 2000. Triple H. Et un What a an man tard, Benoit is. il va tomber sur Intercontinental match. Triple H Look at this. il va avoir un match championnat supreme as anybody. lors d'un épisode d'Euro Cross face. face à Kurt Angle. Oh, yes, lock in. Non, face à That Chris grab Benoit. over. That was it with a salt. Okay, there's a cross face. There's Il a été deux fois champion intercontinental d'Euro pendant plus de 40 ans. the fans off their backs himself. Le champion Steve Austin Austin. by 1-2J and Benoit with Triple H in. There's one. This is a dangerous individual. To that, but that's personal. And that's the WWF Tag Team Champions. That's right. Look at it because Austin the stunner. Et il était champion d'Euro pendant 29 jours avant d'avoir un match hors d'Euro. L'Euro Gentlemen, by the way, pour for le fans titre down in contre Central Rob Ring, Van Damme you pour le got that titre right. intercontinental. About great mat tacticians and fundamentally sound Benoit. Mais on a Said he's not here. 2003, Nobody has 2004, seen him. 2009 avant WrestleMania 20. Benoit Van Dam. Oh, look out here. His left shoulder is on. Oh, there it is. Must be maybe just a little tendon or something like that. No wasted opening predicament, and Van Dam scoring. And Van Dam step players, and look out, oh, buckle, and Van Dam, oh, a cross face. That's deadly. That's Van Dam may have to tap. No, Ah, il a gagné. Il a été champion 4 fois champion intercontinental. Puis match tag team avec Edge. Avec Edge face à Kurt Angle. Non. Kurt Angle et Edge. Chris Benoit, Rey Mysterio face à Edge et Kurt Angle pour le titre par équipe d'Euro. Ah non, ils étaient ensemble justement. C'était Chris Benoit Edge, Kurt Angle et Rey Mysterio. Regarde. Il a été champion avec Kurt Angle pendant 16 jours. Et lors de WrestleMania 20 en 2004, il a affronté Shawn Michaels Triple H pour le titre champion du monde poids lourd. Pour le titre champion du monde poids lourd. Avec triple menace. We heard it last week right out of the mouth of an opportunist, didn't he? And Wolverine. Another trace lock into the suplex. Valuable time showboat for these fans. Oh, no! And Michaels at the bloody. And oh, look out! And Michaels here. And oh my Il va faire un an de Triple H pour le champion du monde poids lourd avec 44 jours. Come on! Ah, il a mis la Baxter en équipe avec Edge et Chris Benoit. Champion d'Euro pour la troisième fois pendant 42 jours. Pour le titre des États-Unis. Il a fait une Booker T pour le titre des États-Unis. Et puis il sera dans les Booker T pendant. Et il sera champion des États-Unis 58 jours. Et lors de No Way Out la même année, Chris Benoit affrontera de nouveau Booker T pour le même titre. Le titre des États-Unis. And Chris Benoit, Wolverine to build this momentum here. That will stop your heart. And he hooked in the third. Yeah, and he does. Superplex. Qui sera abandonné Booker T pour devenir deuxième fois champion des États-Unis en 2006. Remember the stipulation. Pardon. And here's Benoit Booker again. match à Mr. Kennedy. You're the
wall with a jump to become the United States champion. Il a banni cette musique pour les Mexicains qui ont duré pendant 222 jours, 2 titres. Voilà, tous les titres qu'il a eu. Une fois le SmackDown, 3 de Raw, 3 fois champion des États-Unis. Et maintenant, on va s'intéresser du côté judiciaire. Vous avez entendu dans le dernier segment de l'épisode. Le 24 juin 2007, plus de 18 000 fans de catch sont survoltés. C'est le soir du pay-per-view Vengeance et l'un des matchs les plus attendus est celui pour le titre mondial de l'ECW. Sur le ring, la star montante CM Punk attend son adversaire. Une légende, un technicien hors pair, Chris Benoit. Mais Chris Benoit n'est jamais venu. À la place, c'est Johnny Nitro qui le remplace et remporte le titre. Les officiels parlent d'une urgence familiale, les fans sont déçus mais personne ne s'imagine l'horreur qui se cache derrière cette absence. Le lendemain, la nouvelle tombe et elle glace le sang. Les corps de Chris Benoit 40 ans, de sa femme Nancy 43 ans et de leur fils Daniel 7 ans sont retrouvés sans vie à leur domicile. Le monde du catch est sous le choc. On pense à un cambriolage qui a mal tourné, à une fuite de gaz. La WWE organise même une émission hommage à celui que tous considéraient comme un père de famille modèle et l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Mais pendant que les fans pleurent leur idole, en coulisses, une rumeur commence à enfler. Une rumeur terrifiante. Et si l'homme à qui on rendait hommage n'était pas la victime mais le bourreau? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Qui était vraiment Chris Benoit? Né au Canada, il tombe amoureux du catch très jeune, fasciné par un catcheur britannique au style explosif, le Dynamite Kid. Il l'idolâtre au point d'adopter une de ses prises les plus dangereuses. Le diving headbutt, un coup de tête sauté depuis la 3ème corde. Retenez bien cette prise car elle est cruciale pour la suite. Benoit s'entraîne sans relâche dans le fameux donjon de la famille Hart, une dynastie du catch. Il part au Japon où il se forge une réputation de technicien exceptionnel, puis aux États-Unis. C'est là à la WCW que sa vie bascule. Le booker de l'époque, Kevin Sullivan, décide de créer une rivalité à l'écran entre lui et Benoit. Pour rendre l'histoire plus crédible, il demande à sa propre femme Nancy de devenir la manageuse de Chris et de jouer le rôle de sa maîtresse. Ils doivent voyager ensemble, manger ensemble, se tenir la main en public pour que les fans y croient. Le problème, la fiction va dépasser la réalité. Chris et Nancy tombent réellement amoureux, ils quittent leurs conjoints respectifs et se marient. De cette union naîtra un fils, Daniel. Sa carrière explose à la WWE, il est au sommet. Le point culminant, c'est WrestleMania 20. Ce soir-là, il remporte le titre de champion du monde poids lourd dans un match légendaire. À la fin du combat, son meilleur ami Eddie Guerrero, lui aussi champion, le rejoint sur le ring. Les deux hommes, considérés comme trop petits pour réussir, sont au sommet du monde, en larmes dans les bras l'un de l'autre. C'est l'une des images les plus iconiques de l'histoire du catch. Un père de famille, un champion du monde, un ami loyal. Sur le papier, Chris Benoit avait tout pour lui. Mais sous la surface, les fissures étaient déjà là. Dès 2003, 4 ans avant le drame, Nancy avait déjà demandé le divorce, citant un traitement cruel et des excès de rage où il détruisait des meubles. Elle avait même obtenu une ordonnance de protection avant de se rétracter et de se réconcilier avec lui. Le couple était bien plus fragile qu'il n'y paraissait. Puis le 13 novembre 2005, le pilier de Chris s'effondre. Son meilleur ami Eddie Guerrero est retrouvé mort d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel. Pour Chris, d'habitude si stoïque et réservé, c'est un cataclysme. Ses collègues diront ne l'avoir jamais vu aussi détruit. On dit qu'à partir de ce jour, il n'a plus jamais été le même. Son comportement change, il devient paranoïaque, persuadé que quelqu'un le suit, il change constamment de trajet pour aller à la salle de sport, vérifie sans cesse la sécurité de sa maison, il s'isole. Sur le ring, il devient plus agressif, plus dur, et en coulisses, les tensions avec sa femme s'intensifient. Nancy se plaint de sa consommation de stéroïdes, lui envoyant des messages comme « Arrête cette merde que tu prends, ça te rend passif-agressif et je n'ai pas besoin de tes abus ». Le vernis du catcheur parfait était en train de craquer, révélant une réalité bien plus sombre, et personne ne voyait que le compte à rebours avait commencé. Le vendredi 22 juin 2007, la journée semble normale. Chris emmène son fils à l'équitation, passe voir son médecin, mais le soir, une dispute éclate avec Nancy. Les enquêteurs détermineront qu'il l'a attaqué dans une pièce à l'étage. Il lui a lié les pieds et les mains, puis l'a étranglé avec une corde électrique. Il a ensuite enroulé son corps dans une couverture et a placé une bible à côté d'elle. Le lendemain, le samedi 23 juin 2007, il commet l'impensable. Il drogue son fils de 7 ans, Daniel, avec du Xanax pour l'endormir avant de l'étouffer dans son lit. Comme pour sa mère, il dépose une bible près du corps. Un couteau de boucher sera retrouvé sous le lit, bien qu'il n'ait pas été utilisé. Pendant les heures qui suivent, Chris vit avec les corps de sa famille. Il passe des appels comme si de rien n'était. Il laisse un message à son ami Chavo Guerrero lui disant que sa famille a une intoxication alimentaire et qu'il ne pourra pas venir au show. C'est lors de ce dernier appel qu'il prononcera ces mots glaçants. Chavo, je t'aime. Dans la nuit de samedi à dimanche, il envoie une série de SMS étranges à ses collègues, donnant son adresse et précisant « Les chiens sont dans la zone de la piscine, la porte du garage est ouverte ». C'était sa façon de s'assurer que les corps seraient découverts. Puis il descend dans sa salle de sport au sous-sol, après avoir fait des recherches sur la manière la plus rapide de se briser la nuque. Il utilise sa machine de musculation pour se pendre.
La question qui hante tout le monde depuis est pourquoi? Comment un homme a-t-il pu commettre un acte aussi monstrueux? La réponse n'est pas simple. Ce n'est pas une seule chose, mais une tempête parfaite de plusieurs facteurs dévastateurs. Premièrement, les stéroïdes. L'autopsie a révélé que Chris avait un taux de testostérone 10 fois supérieur à la normale. Les médias ont immédiatement parlé de roid rage, une rage incontrôlable due aux stéroïdes. C'est une partie de l'explication, mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus terrifiant, son cerveau. Après sa mort, un ancien catcheur devenu neuroscientifique a demandé à examiner son cerveau. Le résultat est sans appel. Vous vous souvenez de sa prise signature, le diving headbutt? Des années de commotion cérébrale, diagnostiquée ou non, avaient ravagé son cerveau. Les médecins ont découvert qu'il souffrait d'une forme sévère d'ETC. Son cerveau ressemblait à celui d'un homme de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie détruit les zones du cerveau qui gèrent les émotions, le jugement et le contrôle des impulsions. Ajoutez à cela une dépression sévère depuis la mort de son meilleur ami, un mariage en ruine et un cocktail de médicaments et d'alcool. Et vous obtenez un homme qui n'était plus lui-même. Il était devenu une bombe à retardement. Suite à ce drame, la WWE a effacé Chris Benoit de son histoire. Son nom est banni, ses matchs sont introuvables sur les plateformes officielles, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Cette tragédie a forcé le monde du catch à se regarder dans le miroir. La politique anti-drogue a été renforcée et surtout les coups de chaise à la tête ont été interdits pour mieux protéger les catcheurs des commotions cérébrales. Aujourd'hui, on peut débattre de l'homme, du catcheur, des raisons qui l'ont poussé à commettre l'irréparable. Mais il y a une chose qui ne doit jamais être oubliée. Dans cette maison, ce week-end de juin, 3 personnes sont mortes, mais seules 2 d'entre elles étaient des victimes innocentes. Nancy Benoit et leur fils de 7 ans, Daniel. Saying my boy. You can admire his work all you want, but I'll give you my take on it. Since you want to keep on yelling out my boy, 3 people died in that house that night. Only 1 person had the choice behind. The other 2 didn't have a choice to die. So if that's your boy, fuck you. Et pourtant, il manque un nom. Une victime silencieuse, toujours en vie, qu'on oublie trop souvent, car Chris Benoit avait aussi un autre fils, David. Né en 1993 du premier mariage de Chris avec Martina, il vivait au Canada en 2007, loin de la maison en Géorgie, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Après ça, le nom Benoit a pesé lourd, dans les vestiaires, sur les plateaux, partout. David, lui, n'a jamais changé de nom, il a choisi de porter ce poids en silence. Parfois, on l'aperçoit en bord de ring ou en interview, discret, il parle de l'athlète qui était son père, sans esquiver le drame. Il a voulu monter sur le ring, il a commencé à s'entraîner, puis à lever le pied, car la pression du nom était trop forte à ce moment-là. Cela dit, il a confié qu'il aimerait catcher à l'AEW sous le nom de Chris Benoit Jr., c'est son objectif. J'aimerais vraiment qu'il réussisse, il a 32 ans aujourd'hui et oui, il ressemble beaucoup à son père, mais ce visage ne doit pas lui valoir d'être rejeté pour les actes de son père. Après avoir revu ses interviews pour cette vidéo, une phrase me reste en tête et ça fait mal au cœur. David explique qu'avec Daniel, ils avaient le même rêve, devenir champion par équipe ensemble. Un rêve d'enfant malheureusement stoppé net. We wanted to be tag team champions. That's what we wanted to do. Be the tag team champions of the world. Together. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de Chris Benoit, vainqueur du Royal Rumble 2004, également champion du monde à la WCW et à la WWE? Sur le papier, ça ressemble à un billet direct pour le Hall of Fame, mais c'est impossible. On ne peut pas dissocier l'athlète de l'homme qui a tué sa famille. Célébrer sa carrière reviendrait à ignorer le prix payé par Nancy et Daniel. En revanche, beaucoup estiment qu'un hommage à Nancy aurait du sens. Sous le nom de Woman, elle a réellement compté dans l'industrie, comme manageuse et figure créative. Lui rendre sa place, c'est faire un geste de mémoire juste, et c'est maintenir vivants les noms de Nancy et Daniel, avec respect sans les réduire au drame. Un mot important avant de se quitter. Si vous traversez une période compliquée, ne restez pas seul. Parlez-en à quelqu'un autour de vous et si besoin, tournez-vous vers un professionnel. Je sais, on finit sur un sujet très sensible, mais c'était essentiel pour moi que ce soit raconté proprement. Si la vidéo vous a appris quelque chose, dites-le en commentaire et si vous voyez les choses différemment, je veux lire vos avis. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Ça m'aide énormément pour la suite. Pour suivre toute l'actualité catch, retrouvez mes réseaux en description. C'était Aero. Merci d'avoir regardé et à très vite pour d'autres histoires. Maintenant, une question qui se pose. Les détails. Quels sont les détails qui ont été oubliés derrière la mort de Chris Benoit? Dans cette vidéo, va nous répondre à cette question. 60 ans. 60 ans qu'Auto 5 vous propose des pneus pour rouler en toute sécurité et au prix les plus bas. Chris Benoit, his wife and 7-year-old son were found dead in their Georgia home on Monday. Stunning allegations in the death of a WWE superstar wrestler and his entire family found dead. Right when we first heard yesterday about a pro wrestler and his family found dead, we decided we wouldn't cover it. That he murdered his wife, strangling her, then suffocated his own child in the child's bed. Wake of a gruesome tragedy. A husband, wife, and their young child dead in apparent double murder-suicide.
vendredi 22 juin 2007. Au 130 Green Meadow Lane à Fayetteville en Géorgie, se dresse une maison au milieu d'un grand terrain, nichée dans un coin reculé du sud-est des États-Unis. L'endroit paraît idyllique, une demeure typiquement américaine inspirant la tranquillité. La famille qui l'habite semble passer une journée banale autour d'un barbecue, mais derrière ce décor de cartes postales, une tragédie est sur le point de survenir. Dans quelques heures, ce même endroit deviendra le théâtre macabre d'un double homicide, faisant la une des médias américains en boucle. Nancy Tofoloni, ainsi que son fils Daniel, âgé de 7 ans, seront froidement assassinés par une figure de la WWE ayant atteint les sommets de la fédération, Chris Benoit. Ce dernier mettant fin à ses jours peu après dans la salle de musculation au sous-sol. Une histoire glaçante qui sera à l'origine de l'une des plus grosses tempêtes de scandale à la WWE et qui aurait pu entraîner la chute de la fédération en même temps que celle du catcheur. Mais derrière cet événement largement couvert par les médias se dressent des détails importants qui sont souvent passés sous silence. Des éléments pourtant déterminants qui ont en partie conduit à ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand drame dans l'histoire du catch. On va parler de quelques-uns des détails oubliés derrière la mort du catcheur Chris Benoit. Died in that house that night. Only one person had the choice. Christopher Michael Benoit verra le jour en mai 1967 dans la ville de Montréal, au Québec. À seulement 12 ans, il assiste pour la première fois à un show de catch, ce qui va littéralement changer sa vie. Ce soir-là, deux superstars seront notamment en action sur le ring, Bret Hart et le Dynamite Kid, des catcheurs au physique bien moins impressionnant que les autres, mais parvenant pourtant à captiver le public. Des icônes qui motiveront le jeune Christopher à se lancer dans la discipline, finissant d'ailleurs par se faire entraîner dans le célèbre Hart Dungeon de Stu Hart, le père de Bret Hart lui-même. On est seulement dans les années 80, mais la majeure partie de son temps est déjà vouée à cet art. Sa vie se construit entièrement autour du catch et il commence à se faire un nom au Japon sous l'alias du Pegasus Kid. C'est durant cette période qu'il croise la route d'un autre catcheur, alors masqué sous le nom de Black Tiger, mais qui prendra plus tard une identité un peu plus connue, celle d'Eddie Guerrero. Viva la raza! Une rencontre déterminante pour Chris, puisqu'Eddie deviendra plus qu'un simple ami avec le temps, mais carrément un frère des rings qui partagera sa route. Faut bien comprendre que dans une discipline qui demande autant que le catch, c'est presque comme si vous aviez un camarade de guerre. Sauf que ce lien fort ne s'est pas créé du jour au lendemain. Et non. L'ironie dans tout ça, c'est qu'à la base, les deux ne s'entendaient absolument pas. Eddie se plaignait même auprès de sa femme Vicky Guerrero du comportement insupportable de Benoit et que ça le saoulait de devoir partager le ring avec lui pour les prochains shows. Au fil des matchs, leur alchimie fonctionnera malgré tout de mieux en mieux, et s'ils étaient d'abord rivaux, ils finiront par se comprendre et s'apprécier. Ça pour le coup c'était vrai, Chris avait une sacrée personnalité, mais surtout une intensité caractéristique. Chaque coup, chaque impact, c'était du 200% ou rien. Une anecdote assez folle, c'est que lors d'un show non télévisé, après que Chris Jericho ait envoyé un coup de pied qui passera un peu à côté de Benoit, mais que ce dernier vendra quand même la prise, alors qu'il n'aurait peut-être pas dû pour garder le réalisme, il va s'auto-punir en faisant 500 squats. On parlait juste d'un raté lors d'un show non télévisé dont tout le monde se foutait. En soi, il y avait rien de grave, mais ça illustrait bien cette mentalité et à quel point il se donnait pour la discipline. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan Pacifique, une fédération faisait beaucoup parler d'elle, la World Championship Wrestling, que vous connaissez aussi sous le nom de WCW. Chris y débarquera en 1995 dans son groupe des Three Amigos, comprenant donc Eddie Guerrero, Dean Malenko et lui-même. Quelques semaines plus tard, en janvier 1996, une certaine Nancy Sullivan, déjà connue sous le nom de Woman, sera de nouveau visible sur les écrans avec d'autres femmes, à côté d'Hulk Hogan et de Randy Savage. Le mois suivant, elle accompagnera ce dernier jusqu'au ring car il devait disputer un match contre Chris Benoit, et c'est important de souligner encore une fois l'intensité de ce dernier, avec par exemple ce saut à l'extérieur du ring où sa tête retombera sur le béton. Imaginez maintenant que le catcheur avait ce style de combat des dizaines de fois par mois. Enfin bref, dans le scénario de ce match en particulier, à l'extérieur du ring, le camp de Benoit devait distraire le macho-man Randy Savage, et c'est là qu'on pourra voir Woman, donc Nancy, le trahir en l'attrapant par les cheveux, permettant ensuite à Ric Flair de prendre le relais. Ce sera le premier vrai rapprochement entre Nancy et Chris Benoit. Si Nancy portait le nom de famille Sullivan à cette époque, c'était parce que son mari était Kevin Sullivan, un autre catcheur, booker et promoteur qu'elle avait initialement accompagné sur les rings. Nancy était une figure reconnue dans son domaine. En étant ce sidekick féminin, elle ne devait pas prendre le centre de l'attention, mais réussissait pourtant avec brio à incarner ce rôle et percer l'écran, ce qui était capital dans les histoires, en plus d'être multicasquette et d'assurer en coulisses avec les autres catcheurs, que ce soit pour les maquillages ou les préparations des tenues. À la World Championship Wrestling, elle prendra donc le nom de Woman, et son mari Kevin Sullivan y était booker, c'est-à-dire qu'il faisait partie de l'équipe créative en charge des scénarios racontés dans les rivalités. Justement, en 1997, Kevin Sullivan se retrouvera dans une histoire écrite face à Chris Benoit, et dans laquelle ils intégreront Nancy, la femme de Sullivan, afin d'avoir un point captivant à ajouter dans leur guerre.
En effet, elle devait se rapprocher de Chris Benoit, comme si ce dernier volait, en quelque sorte, la compagne de son adversaire, permettant de justifier les tensions derrière entre les deux. Mais si à la base il s'agissait simplement d'une relation fictive pour les écrans, ça deviendra petit à petit la réalité, puisque Nancy tombera vraiment sous le charme de Chris Benoit, et Benoit tombera sous le charme de Nancy. Sachant qu'en parallèle, ça n'allait pas avec son mari Kevin Sullivan, des disputes survenaient, en venant parfois aux mains, on avait déjà retrouvé Nancy avec un œil au beurre noir, donc Chris incarnait ce rôle de sauveur, d'échappatoire. Inversement, Benoit avait ses propres soucis de couple avec sa femme de l'époque, tout en ayant parallèlement cette tranquillité retrouvée avec Nancy. C'est là qu'on arrive à Bash at the Beach en 1997, le point culminant de la rivalité entre les deux catcheurs puisqu'ils mettront leur carrière en jeu. C'était le moyen de faire perdre Sullivan pour avoir une défaite justifiant sa volonté réelle de se retirer des rings à cette époque pour se consacrer au rôle de booker dans la fédération. L'affrontement franchira cependant la barrière entre fiction et réalité puisqu'ils s'échangeront des coups moins retenus que d'habitude, Kevin Sullivan finissant par se faire percer le tympan. De retour en coulisses, les tensions vont continuer d'augmenter entre les deux et une réelle bagarre va éclater pendant que le show continuait de se dérouler. Le divorce entre Nancy et Kevin Sullivan surviendra peu après, officialisant derrière le nouveau couple de Chris Benoit et Nancy, un peu vu par les proches autour comme le calme après la tempête. Une histoire d'amour conduisant à la naissance de Daniel en février 2000, sachant que Chris Benoit de son côté avait déjà 2 enfants issus de sa précédente relation. Côté professionnel, le catcheur quittera peu de temps après la WCW, toujours avec Eddie Guerrero et Dean Malenko, principalement car à cette époque c'était difficile pour eux d'espérer atteindre de plus hauts sommets dans la fédération, vu qu'ils n'avaient pas des gabarits exceptionnellement immenses par rapport aux autres colosses autour. Je sais que ça peut paraître fou de dire ça quand on voit la musculature de Chris Benoit, mais on parle aussi de la taille verticale et pour le coup il était assez petit. On est donc en 2000 et les 3 catcheurs débarqueront du côté de la WWE, ce qui du coup ne va pas réduire leur emploi du temps. On l'oublie souvent, mais la vie de catcheur implique d'être continuellement sur les routes, la plupart du temps loin de sa famille, ce que Chris Benoit regrettera souvent, pourtant sans jamais changer son style de vie, sa passion pour le catch étant beaucoup trop importante. Ça fait donc 15 ans que Chris Benoit enchaîne sur les rings avec cette intensité qui le caractérise, et là je suis obligé de mentionner certaines des prises de son arsenal, comme ce fameux diving headbutt qui a beaucoup fait parler, puisque ça consistait purement et simplement à chuter tête la première sur ses adversaires. Une anecdote connue, c'est celle de son créateur Harley Race, regrettant avoir utilisé cette prise toute sa carrière à cause des dommages physiques que ça lui avait engendré. Il conseillait littéralement aux autres catcheurs de ne pas l'utiliser, mais Chris Benoit va quand même en faire une partie indétachable de son identité, inspirée par le Dynamite Kid la faisant. Ce sera un réel problème de répéter cette manœuvre soir après soir au fil des matchs, sans parler à côté du nombre de spots choquants qu'il pouvait subir, comme ces fameux coups de chaise à la tête typiques de cette époque. L'un des premiers soucis majeurs qu'il aura, c'est en 2001. Durant un TLC match, il fera ce headbutt sur une table à l'extérieur du ring et se blessera au niveau du cou. Malgré ça, Chris Benoit continuera la saison en cours, puisque c'était très mal vu à cette époque de s'écarter des rings, en plus de la peur de se faire remplacer pendant son absence. Cette pression malsaine le conduira à encore assurer des dizaines de matchs les mois suivants malgré la blessure, sauf que le corps a ses limites et il les atteindra durant King of the Ring. Ce soir-là, Chris Benoit se retrouvera dans un match pour la ceinture face à Stone Cold et Chris Jericho. À un moment, il portera cette back suplex depuis la 3e corde, mais l'impact au sol va sérieusement le blesser. La fin semblera bâclée et arriver plus tôt que prévu, comme s'il n'était plus en mesure de combattre. Une chose est sûre en tout cas, le catcheur devra cette fois-ci s'écarter des rings pour se faire opérer, recevant notamment une plaque au cervical. Les médecins lui conseillaient de rester au moins 3 mois sans exercer la moindre tâche physique, aussi banale soit-elle, et je ne vous parle même pas des estimations pour un retour éventuel sur les rings. Sauf qu'à peine l'opération terminée, Chris Benoit reprendra ses entraînements sans attendre et consommera de plus en plus d'antidouleurs pour encaisser. C'est le début de sa période noire, puisqu'à partir de là, sa relation avec Nancy se détériorera en parallèle, au point où les deux vont frôler le divorce suite à son comportement de plus en plus violent. Finalement, il parviendra à se faire pardonner et maintenir le couple avant d'effectuer son grand retour seulement 1 an après sa blessure. Le voir revenir à l'action sur les rings aussi rapidement, ça n'avait aucun sens, mais surtout c'était une spirale infernale puisque Chris Benoit ne changera rien à son style de catch. Il combattait toujours avec son intensité d'avant blessure, nous faisant presque oublier son état physique réel et les consommations de produits en parallèle. Inutile de préciser au vu de son gabarit qu'il consommait évidemment des stéroïdes et depuis longtemps, combinés désormais avec des antidouleurs et d'autres médicaments, certains pouvant causer des changements d'humeur et des dépressions. Franchement, le tableau à ce moment-là n'est pas super, mais une lumière dans sa vie arrivera lors de WrestleMania 20 en 2004. Il était dans le match principal du plus gros événement de l'année et finira par décrocher le titre majeur de la fédération pour la première fois de sa carrière. Enfin, il pouvait mettre la main sur le prix sacré, la décoration dont tout le monde rêve. On aura alors ce moment hyper touchant entre les deux. La finalité d'une carrière de joie, de douleur, de tristesse pour ce moment de plaisir. Mais le problème quand on arrive au sommet de la vague, c'est que derrière il ne peut y avoir rien d'autre que de la redescente. Si déjà physiquement l'état de Chris Benoit était préoccupant, en 2005, son ami de toujours Eddie Guerrero sera retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Faut savoir que ce jour-là, Chavo Guerrero et surtout Chris Benoit y séjournaient également.
Chris les attendait ce matin-là dans le hall et ne voyant personne arriver, il appellera Chavo Guerrero pour avoir des news. Ce dernier lui expliquera alors qu'Eddie n'avait pas répondu au réveil et qu'en rentrant dans sa chambre, ils l'ont retrouvé au sol dans la salle de bain, sa brosse à dents à la main. Eddie venait tout juste de mourir dans les bras de Chavo. En entendant la nouvelle, Chris Benoit aurait hurlé au téléphone. Un cri venant du fond des tripes qui marquera Chavo, surtout que Benoit était habituellement quelqu'un d'assez impassible, un catcheur plutôt stoïque, ne montrant que très peu ses émotions. Il va monter jusqu'à la chambre d'Eddie et c'est là qu'il verra son ami de toujours inanimé au sol, un moment de sa vie dont il ne se remettra jamais. Le soir même, sans doute perdu et ne sachant pas quoi faire d'autre, il sera présent à l'enregistrement de l'épisode de SmackDown pour disputer un match contre Triple H. C'est un détail en apparence, mais ça en dit long sur sa personnalité. À quel point le catch définissait sa vie, au point où même dans des moments aussi sombres, la seule chose qui lui restait à faire, c'était d'aller faire son match. On pourra jamais savoir exactement ce qu'il se passait dans le fond de sa tête, mais le catcheur commençait visiblement à prendre en considération sa propre vulnérabilité. Le fait que son passé commençait à avoir des conséquences sur son présent, au point où dans un journal offert par sa femme Nancy, voulant l'aider avec un objet comme un journal intime pour qu'il écrive à Eddie, il aura des paroles troublantes destinées à Eddie, je cite, « Je serai bientôt avec toi ». Se rendait-il compte de la gravité de son état? Est-ce qu'il avait des pensées sombres? Une chose est sûre en tout cas, il n'allait vraiment pas bien. Chris Jericho racontera qu'à l'enterrement d'Eddie, Chris Benoit va tellement pleurer lorsqu'il le prendra dans ses bras que les larmes vont traverser son costume et mouiller les couches en dessous. Ce qui est horrible, c'est que la spirale infernale va continuer puisqu'il repartira dès lors en tournée, le catch étant une fois de plus tout ce qu'il semblait avoir, comme si sa famille passait encore en second plan. C'était une mauvaise idée de repartir sur la route puisque chaque arène dans laquelle il mettait les pieds, ça sera surtout un douloureux souvenir du temps passé avec Eddie aux mêmes endroits, compliquant toujours plus la possibilité qu'il fasse son deuil. Imaginez être forcé de voir tous les jours ce qui représente les souvenirs et les moments partagés avec votre ami le plus cher. Donc les années vont s'enchaîner, mais la douleur de son absence sera toujours présente. On découvrira que le catcheur avait des échanges compliqués avec sa femme Nancy. Celle-ci décrivait un comportement violent du catcheur, qu'il devait cesser de consommer des stéroïdes, lui demandant de changer en soulignant que le programme que la WWE avait mis en place pour la santé des catcheurs était bidon. Ça n'allait pas du tout dans son couple, ça n'allait pas professionnellement, ça n'allait pas personnellement, ça n'allait pas au niveau de sa santé, bref, rien n'allait correctement. En plus, dans ce genre de moment, c'est un peu l'effet boule de neige. Moins ça va, et plus on fait de la merde à côté avec les autres, et plus on fait de la merde à côté avec les autres, moins ça va. Jusque-là, l'histoire est déjà pas si joyeuse, mais ce qui s'ensuit dépassera l'imaginable. Le vendredi 22 juin 2007, après un barbecue dans leur maison, une nouvelle dispute aurait éclaté le soir même entre Chris et Nancy. Vers 21h30, un appel depuis la maison sera effectué pour connaître le numéro de la police locale qui ne sera finalement jamais contacté. L'un des voisins recevra à son tour un appel depuis le domicile, mais il ne répondra pas à son téléphone. Qui était à l'origine de ces deux appels, ça on l'ignore. Sans qu'on ne sache en détail les circonstances de l'événement, Nancy finira attachée au niveau des poignets et des chevilles avant d'être bâillonnée puis étranglée par le catcheur jusqu'à son décès. Des traces retrouvées sur son corps démontreront qu'elle a essayé de se débattre, mais le plus affreux dans cette histoire, c'est sans doute le fait qu'on ait retrouvé son dos cassé, ce qui ne laisse même pas imaginer à quel point ça a dû être atrocement violent. Un mélange d'antidouleurs, d'anxiolytiques et d'alcool sera retrouvé dans son sang. Chris Benoit avait-il drogué sa femme en amont et donc prémédité ce meurtre? Encore aujourd'hui, on l'ignore. Peu après, le meurtrier se dirigera dans la chambre de Daniel qui dormait pour l'étouffer à son tour, le tuant froidement de ses propres mains. Mystérieusement, un couteau sera retrouvé sous le lit sans avoir été utilisé et les analyses sanguines du jeune garçon révéleront des traces d'anxiolytiques, alimentant toujours plus l'hypothèse qu'avec sa mère ils auraient peut-être pu se faire droguer. Le lendemain matin, à 11h30, il enverra un premier message à ses collègues de catch pour dire qu'il avait raté son avion. On découvrira dans l'historique de son ordinateur qu'il avait consulté des extraits de la Bible, évoquant un prophète ramenant de la mort un enfant, comme s'il avait des regrets. D'ailleurs, il déposera une Bible à côté du corps de Daniel et une autre à côté du corps de Nancy. En parallèle, il va appeler d'autres catcheurs, dont notamment Chavo Guerrero, l'informant que Nancy et Daniel avaient eu une intoxication alimentaire et qu'ils ne pourraient pas se rendre au show le soir même. Juste avant de raccrocher, il prendra quelques instants pour dire à Chavo « Je t'aime », ce qui est très étonnant venant du catcheur. Ensuite, il commencera à booker des vols en avion pour venir au show du lendemain. C'est dire à quel point il était matrixé par le catch pour avoir pensé à ça après avoir tué sa femme et son fils. C'est surréaliste. Ouais, car la WWE organisait un événement dans lequel il avait un match prévu contre CM Punk. Évidemment, il n'y viendra jamais. Plus tard, aux alentours de 5h en ce matin du dimanche 24 juin 2007, Chris Benoit enverra un dernier message à plusieurs catcheurs depuis son téléphone et depuis celui de Nancy. Il se dirigera ensuite dans sa salle de sport, alcoolisé, et des bouteilles de vin seront retrouvées à côté. Il mettra une serviette autour de son cou, ajustera sa machine de tirage vertical à 110 kg et se pendra avec. Chavo Guerrero se souvient avoir été réveillé par le message au milieu de la nuit, l'avoir lu sans vraiment comprendre sa gravité.
Le jour suivant, en l'absence de nouvelles du catcheur, John Laurinaitis ira voir Chavo Guerrero et le catcheur lui partagera justement ce SMS troublant qu'il avait reçu. C'est là que la WWE va comprendre que quelque chose n'allait pas. Donc la fédération appellera la police pour qu'elle aille faire un check-up de sécurité dans la maison et s'assurer que tout allait bien au domicile du catcheur. Lorsqu'ils arriveront devant, ils verront les chiens du catcheur dans le jardin et ils demanderont à la voisine de rentrer en première pour aller les enfermer dans une pièce. Elle mettra un certain temps, puis d'un coup elle ressortira en courant, les larmes aux yeux, indiquant à la police qu'elle venait de retrouver le corps de Daniel. Là, ça deviendra tout de suite sérieux et les policiers sortiront leurs armes puis ils pénétreront dans la maison en avançant pièce par pièce. Rapidement, ils arriveront sur le corps de Nancy, enveloppé dans un drap au milieu de la pièce, puis accéderont à la salle de musculation, l'un des agents voyant un homme debout dans le reflet d'un miroir. Ils lui demanderont de mettre ses mains en évidence, mais ce qu'il n'avait pas encore compris, c'était qu'il s'agissait de Chris Benoit lui-même, déjà pendu et sans vie. La terrible nouvelle sera rapidement rapportée à la WWE qui organisera une réunion d'urgence autour du ring afin que le patron Vince McMahon prenne la parole pour annoncer aux catcheurs que Chris Benoit, Nancy et Daniel avaient tous les trois perdu la vie. Chavo et Vicky Guerrero seront particulièrement sous le choc. Au vu de leur relation avec cette famille, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui avait bien pu se passer. La nouvelle tournera rapidement et des dizaines de chaînes de télévision commenceront à la partager. Évidemment, la WWE annulera son show prévu ce soir-là et sans être encore consciente de ce qui s'était réellement passé, elle rendra hommage à Chris Benoit avec Vince prenant la parole dans une arène vide. C'est juste après ça que les informations se préciseront pour évoquer la possibilité d'un double meurtre commis par Chris Benoit lui-même avant de mettre fin à ses jours. Lors du show suivant, Vince s'excusera directement de l'hommage et précisera que le nom du catcheur ne serait plus mentionné pour le reste du show. L'autopsie du cerveau du catcheur révélera qu'il souffrait d'une encéphalopathie traumatique chronique, abrégée en CTE chez les Américains, une maladie du cerveau provoquée par des chocs répétés à la tête, pouvant notamment entraîner des troubles de la mémoire et surtout des changements d'humeur. Tout de suite, ça va donner une tournure différente à l'affaire. La WWE n'est plus mise de côté et commence à être pointée du doigt, l'opinion publique se demandant si elle n'aurait pas joué un rôle indirect dans tout ça. C'est triste qu'à cette époque, on n'avait pas autant de recul qu'aujourd'hui sur ces maladies, ce qui aurait peut-être permis de le déceler plus tôt. Certains catcheurs vont faire le lien avec des histoires de la vie de tous les jours, comme par exemple que souvent Chris Benoit oubliait des rendez-vous, ou bien qu'il avait du mal à se souvenir des enchaînements de prises durant les matchs, tout plein de symptômes inquiétants qui auraient pu tirer la sonnette d'alarme. Le commentateur Jim Ross devra se rendre aux funérailles de Nancy et Daniel en tant que représentant de la fédération, mais rapidement, il comprendra qu'il n'était pas la bienvenue et on lui demandera de quitter l'endroit. L'enterrement du catcheur se fera bien sûr séparément de sa femme et son fils, en tout petit comité, à huis clos. Chris Benoit reste une merde humaine pour ce qu'il a fait. Ça ne bouge pas et rien ne pourra jamais excuser ses actes. En revanche, son autre fils lui-même, qui n'était pas dans la maison au moment du drame, a expliqué que c'était plus son père à ce moment-là, que tout ça a transformé qui il était. On peut pas défendre les maladies mentales d'un côté et leur gravité sans accepter de dire que de l'autre, un mec comme Chris Benoit était aussi dans un état altéré. Nancy et Daniel resteront évidemment toujours les seules vraies victimes, car la plupart des choix qui auraient pu permettre d'éviter ce drame, le seul qui aurait pu les faire en arrêtant le catch ou en arrêtant les produits, c'était Chris Benoit et personne d'autre. Par contre, on ne peut pas exclure non plus la part de responsabilité d'un milieu plus global, à une époque où la santé des catcheurs passait clairement en second plan. C'est là qu'on en vient au point de cette vidéo. Souvent j'entends que la mort de Chris Benoit et son double meurtre a été causée par la prise de stéroïdes, autrement dit la fameuse roid rage, ou bien que ça a été causé par sa maladie neurodégénérative, la CTE. Sauf que ça représente très mal le vrai contexte global. Premièrement, on l'a vu dans sa façon de catcher, mais il était de base quelqu'un d'extrêmement intense. Dans la vraie vie, c'était pas un mec chill, tout était un peu démesuré avec lui. Deuxièmement, Chris Benoit a subi toute une série de drames. On a vu la mort de son plus proche ami Eddie Guerrero, mais en parallèle, Nancy et lui auraient perdu 5 à 6 autres amis dans la même période. Troisièmement, effectivement, depuis des années, il consommait des stéroïdes, au point où des traces significatives seront retrouvées dans son urine au moment de sa mort, ce qui peut accentuer des troubles du comportement. Quatrièmement, il consommait des antidouleurs à base d'opioïdes extrêmement addictifs pour supporter son métier, sauf qu'ils peuvent avoir des effets secondaires comme l'arrivée de pensées suicidaires. Cinquièmement, il consommait des anxiolytiques, habituellement utilisés pour calmer quelqu'un d'anxieux et stressé, mais ça affecte aussi le comportement. Sixièmement, il consommait de l'alcool, combiné à tout le reste, c'est évidemment un très mauvais cocktail. Septièmement, il souffrait d'une CTE non diagnostiquée, causée par des chocs reçus à la tête pendant des années et pouvant entraîner de la démence, des changements d'humeur ou de la dépression. Huitièmement, ça n'allait pas du tout dans sa vie personnelle, son couple avec Nancy ne tenait plus, et elle-même avait déclaré quelques semaines avant sa mort que si jamais elle était assassinée, fallait dire à la police que c'était Chris Benoit. Neuvièmement, il se rendait compte de la potentielle fin de carrière qui se rapprochait pour lui, et du fait qu'il allait bientôt subir les conséquences de toute une vie de négligence envers lui-même.
10e, sa santé en elle-même était très mauvaise, puisque lors de son autopsie, les médecins relèveront une hypertrophie du cœur et du foie, c'est-à-dire que ses organes étaient beaucoup trop gros, en partie à cause des stéroïdes, et apparemment ça lui laissait que quelques mois à vivre. Dans son dernier match, on voit qu'à la fin il a l'air de se tenir la poitrine et d'être gêné. 11e, il déraillait déjà dans la vraie vie en ayant l'impression d'être suivi en permanence. Un fan qui l'a rencontré une semaine avant témoignera pour dire qu'il était déjà complètement déconnecté. 12e, il y a tous les autres détails dont on n'a même pas conscience, mais qui pourtant existent vraiment et qui ont eux aussi joué un rôle. Vous mélangez tout ça et ça vous donne un contexte bien plus complexe que juste il a pris des stéroïdes et il a pété un câble. La bonne nouvelle, s'il peut y en avoir une, c'est qu'au moins les conditions de vie des catcheurs de la WWE aujourd'hui se sont nettement améliorées. C'est déplorable qu'il ait fallu la mort de Nancy et Daniel pour changer ça, sans même parler de l'enfer qu'ont vécu les proches de la famille dans toute cette histoire et qu'on oublie souvent. Merci à Witz de nous avoir éclairé un peu plus sur cette affaire. Cette affaire, Chris Benoit. Donc, on savait que sa santé n'allait déjà plus trop. On savait déjà que ça n'allait plus trop au niveau de sa santé. Et on vient de le dire. Aujourd'hui, Chris Benoit affronte CM Punk lors du championnat du monde de l'ECW, l'un des plus prestigieux titres de catch. Tout le monde attend ce combat, Wild Pegasus contre The Best in the World, sauf que Chris ne se présentera jamais. The man who will be replacing Chris Benoit, Johnny Nitro! But because of personal reasons, Chris Benoit is not here tonight. 24 heures plus tard, on apprend pourquoi. Il est retrouvé mort à domicile avec sa femme Nancy et son fils Daniel. La scène est troublante, les corps sont dans des pièces différentes. Probablement un cambriolage qui a mal tourné. Le monde du catch est sous le choc. Tout le monde décide de rendre hommage aux multiples champions du monde et à sa famille. Mais alors que des larmes coulent sur les joues des fans, en coulisses, un bruit court. L'histoire serait plus horrible qu'on ne le pense. C'est peut-être pas une simple victime qu'on est en train de célébrer. Le mystère de la WWE. Because Chris Benoit was my hero. He was a good man. Thanks for being my friend and love you, man. Cet homme, c'est Chavo Guerrero. La veille du match, il reçoit un message vocal de Chris. Sa femme et son fils ont fait une intoxication alimentaire. Il est obligé d'annuler leur soirée entre potes. Après avoir écouté le message, Chavo tente de le recontacter une première fois, mais son ami semble très stressé. Préoccupé, il se rappelle 15 minutes plus tard, avant que Chris raccroche en lui disant « Chavo, je t'aime ». Dans la nuit, à 3h53, il est réveillé par un SMS de Chris qui lui donne son adresse, suivi d'un message étrange. Les chiens sont dans la zone de la piscine fermée et la porte arrière est ouverte. 30 secondes plus tard, le même SMS de la part de Nancy. Il n'a pas vraiment le temps de comprendre. Demain, il doit se lever tôt. Il a rendez-vous avec Chris à 8h à l'aéroport. Au pire, il lui demandera là-bas. Sauf qu'une fois de plus, Chris ne vient pas. Il n'a même jamais pris l'avion. L'entreprise qui organise son match a tenté de le joindre toute la journée, à son domicile et dans les hôpitaux, sans succès. On l'attendra toute la soirée. Dans la nuit, le pire arrive. Sur la page Wikipédia de Chris, Nancy est annoncée morte. Pourtant, à ce moment, il n'y a aucune preuve. Aucun corps n'a été découvert. Un vrai mystère qui n'est en réalité qu'un coup de bluff. C'est un internaute anonyme qui a émis l'hypothèse complètement au hasard. Comme Chris a été annoncé absent pour raisons personnelles, il a tout de suite imaginé le pire. Le lendemain matin, Chavo parle avec l'arbitre de la WWE, des SMS qu'il a reçus. Et surprise, ils ont reçu exactement les mêmes. Est-ce que Chris leur demandait de l'aide? Avait-il l'intention de leur communiquer quelque chose d'important, de leur faire passer un message? On ne le saura jamais. C'est trop louche. Après cette découverte, on prévient les autorités. My name is Dennis Fagan. I'm a retired detective in New York City. I run the security for World Wrestling, and one of our wrestlers that lives down there is missing. And he told me to say we need a welfare check done. They've tried to reach his wife Nancy. She doesn't answer it. Vers 16h, la police fait une déclaration funeste. Nancy est officiellement décédée, Chris et son fils aussi. Le soir même, on leur rend hommage, mais quand les détails du drame sont dévoilés, tout le monde est sous le choc. Les 3 décès ont eu lieu à différents moments pendant le week-end. Une chose est sûre, Chris s'est décédé. Aucun doute, il est le meurtrier.
3 jours avant, le vendredi soir, la famille fait un barbecue. Puis une dispute éclate dans le salon. On suppose que Chris a étranglé sa femme avec une corde avant d'attacher ses membres entre eux. La chambre du petit Daniel est de l'autre côté du bâtiment, alors il n'a probablement rien entendu. C'est dans cette pièce décorée aux couleurs de son père, dont il était le plus grand fan, qu'il va finir ses jours. Dans la nuit ou la matinée, Chris lui donne du Xanax pour l'assommer, puis à son tour. Comme avec sa mère, on retrouvera une Bible à côté du corps. Les conversations téléphoniques avec Chavo, les SMS étranges, en plus de ça, on découvre son historique internet et il fait froid dans le dos. Une première recherche à propos du prophète Élie qui a autrefois ressuscité un garçon, une deuxième sur la manière la plus rapide et indolore de se briser le cou. Il se dirige vers la salle de sport de sa maison, retire la barre d'une machine à traction, noue un tissu et une corde d'acier autour de son cou avant de l'attacher au poids le plus élevé de la machine et de tout relâcher. Last night on Monday Night Raw, the WWE presented a special tribute show, recognizing the career of Chris Benoit. However, now some 26 hours later, the facts of this horrific tragedy are now apparent. Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. Son nom est banni de partout. Le site de la WWE supprime tout ce qui le concerne, les produits dérivés, les articles, même les replays de ses matchs. On le retire du jeu WWE SmackDown vs Raw 2008, ainsi que son mouvement final, le Crippler Crossface, où il tire le cou de son adversaire par derrière. Même le groupe de rock Our Lady Peace, qui a écrit la chanson d'introduction de Chris, arrête de la jouer. Avant ce drame, il était considéré comme l'un des meilleurs lutteurs de tous les temps, respecté de tous. No, he was a great guy. He was a great guy to be around, and that's ultimately the strangest thing about this whole thing. No one saw this coming. Sauf que c'est faux, il avait basculé depuis longtemps déjà, tous les indices étaient présents, peut-être même que si quelqu'un l'avait remarqué, le drame aurait pu être évité. La descente aux enfers. Chris et Nancy se rencontrent en 1997. Elle a déjà un nom bien connu dans le monde du catch, c'est une Valley, une femme manager qui accompagne certains catcheurs jusqu'au bord du ring. Son mari, Kevin Sullivan, scénarise les programmes. Dans une storyline qu'il crée, il fait tomber Nancy et Chris amoureux, sauf que la fiction devient rapidement réelle. Daniel naît de leur union en 2000, mais c'est loin d'être une romance idyllique, car Chris est un homme impulsif. En 2003, Nancy entame une procédure de divorce à cause de violences domestiques, mais elle abandonne, le couple se réconcilie. Puis un jour, en 2005, tout empire brutalement. Eddie Guerrero, son meilleur ami, lui aussi catcheur, d'une crise cardiaque. If I had a personal issue or a personal problem, he was the one guy that I could call and talk to. And knowing to know that I love you, I miss you. À partir de ce jour, son comportement change radicalement. Il s'isole de ses proches et devient parano. Il modifie ses trajets pour se rendre à la salle de sport et rentrer de l'aéroport par peur d'être suivi. Il vérifie régulièrement si l'alarme fonctionne la nuit. Un voisin l'a même vu se promener quelques mois avant le drame dans sa propriété avec un chapelet autour du cou, alors qu'il n'était pas religieux. Son ami lui manque tellement qu'il veut créer une école de catch à Atlanta en son honneur. Sur le ring, c'est aussi une autre personne, le visage dur, sans aucune pitié envers les jeunes catcheurs. Il n'assume pas du tout son rôle de mentor de l'ECW où il a été transféré. Tout ce qu'il veut, c'est retourner dans la cour des grands, la WWE. En 2006, il exclut un nouveau du vestiaire pendant 6 mois parce qu'il avait laissé des miettes de poulet sur le sac de l'arbitre. Une telle punition pour une chose si insignifiante, on se doute que chez lui, c'était pas si rose. Lors d'une interview en 2014, Sean Waltman déclare que Chris avait toujours une part d'ombre en lui. Mais sa tristesse est loin d'être le seul facteur à avoir impacté sa santé mentale. Au début de l'affaire, les médias parlent de roid rage, un acte agressif et impulsif suite à la prise de stéroïdes anabolisants. Ça arrive quand un sportif en prend trop, il perd le contrôle avant de commettre l'irréparable. Ce type de réaction survient généralement chez des individus ayant déjà des tendances violentes, les stéroïdes vont simplement accentuer ces comportements préexistants. Dans ce milieu où avoir un physique parfait, les stéroïdes c'est l'assurance de garder son job. Et Chris en prend, comme l'indiquent les analyses post-mortem de son urine. Mais lui, ce sont des doses extrêmes, 10 fois supérieures à la moyenne. Sa femme s'en plaint et chez lui, on découvre un nombre d'ordonnances astronomiques. Entre mai 2006 et mai 2007, son médecin lui prescrivait l'équivalent de 10 mois d'utilisation de testostérone, cypionate, toutes les 3 à 4 semaines. Pour sa défense, il a indiqué que Chris en avait besoin pour relancer sa production de testostérone, qui était au point mort à cause des stéroïdes qu'il a pu prendre dans le passé. Son corps, habitué à en recevoir régulièrement, a cessé de produire naturellement cette hormone. Pas de chance, Chris n'était pas son seul client à recevoir des doses démesurées. Il a délivré plus d'1 million d'échantillons
échantillons illégalement. Sa sentence, 10 ans de prison. Mais son autre docteur, qui a examiné le corps de Chris, a déclaré que rien ne prouvait que les stéroïdes avaient joué un rôle dans la tragédie. En tout cas, si on associe ça aux antidouleurs et à l'alcool que prenait Chris, on a là un sacré cocktail de choses néfastes pour son corps. Mais c'est oublier le dernier ingrédient de la recette qui a fait davantage de dégâts. Le catch à cette époque, c'est aussi ça. Des chocs, des coups violents, pour la plupart sans protection, entraînant souvent des commotions cérébrales. 3 jours après qu'on ait retrouvé les corps, Julian Bales fait une découverte sinistre sur le cerveau de Chris Benoit. C'est effrayant, l'une des pires qu'il ait pu voir. Il ressemble à celui d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, âgé de 85 ans, rempli de cellules cérébrales brunes et mortes. Pas vraiment surprenant, sachant que l'un de ses mouvements préférés était le flying headbutt, un coup de tête plongeant depuis la 3e corde. En apprenant le drame, Chris Nowinski, un ancien catcheur devenu neuroscientifique, s'est rappelé d'une conversation. Environ 6 mois plus tôt, dans les vestiaires, Chris parle du livre que Nowinski a écrit sur les commotions cérébrales et lui demande combien il en a eu dans sa carrière. Au moins 6, lui répond-il, en seulement 3 ans. Benoit lui dit qu'il ne peut plus compter les siennes. Logique après une carrière longue de plus de 22 ans, mais il aimerait en savoir plus sur leur impact sur le cerveau. Alors, il lui donne son numéro pour en reparler. Nowinski l'appelle la semaine suivante, mais comme souvent, Chris est en pleine dispute. Au final, il mourra sans connaître la réponse, mais les analyses sur son cerveau faites après le drame permettent d'y répondre. Il a été testé positif à l'encéphalopathie traumatique chronique, une forme d'affection cérébrale progressant vers des maladies neurodégénératives. La zone de son cerveau la plus touchée étant celle qui gère les émotions, on sait que ces blessures peuvent détruire le comportement, la personnalité et le tempérament. Le cerveau de Chris a subi les conséquences d'un mélange de choses négatives, une détresse psychologique, un mariage qu'il a lui-même gâché, la prise de substances néfastes et les traumatismes. Julian Bale a déclaré: il y a un thème constant dans l'échec de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle, de la dépression et finalement du vide. Cette histoire a eu d'importantes répercussions dans le monde du catch. Les recherches menées sur le cerveau de Chris Benoit et celui d'autres sportifs ont montré que le développement de l'ETC était fréquent dans plusieurs sports de contact, tels que le football américain. La WWE a contesté ces études. Pour eux, un homme avec un cerveau de 85 ans n'aurait pas pu se souvenir des mouvements et des informations nécessaires pour performer sur le ring. Évidemment, ils remettent en cause les analyses pour se couvrir. Heureusement, la politique de bien-être a quand même été modifiée. Dès 2010, fini les coups de chaise à la tête. Ils mettent en place de vraies règles pour limiter les commotions, des amendes et des suspensions en cas de coup volontaire au crâne, mais surtout un réel accompagnement avec des tests réguliers, des consultations en cas de symptômes de commotion, et si c'est trop grave, on les oblige à prendre leur retraite. L'entreprise a aussi modifié sa politique antidrogue et fait en sorte d'éradiquer l'usage de stéroïdes. Dès les premiers résultats, de nombreux catcheurs sont contrôlés positifs. La règle est simple, en cas de première infraction, le fautif est suspendu pendant 30 jours, sans salaire. La durée double en cas de récidive, mais aucune pitié à la 3e infraction, c'est le licenciement. C'est arrivé à Joey Mercury et Chris Masters. Actuellement, bien que des sanctions soient toujours appliquées aux sportifs qui prennent des substances interdites, les catcheurs semblent être en meilleure santé. On privilégie désormais l'utilisation thérapeutique du CBD pour soulager les douleurs. Mais qu'en est-il de Chris Benoit aujourd'hui? En tant que champion du monde à la WCW et à la WWE et vainqueur du Royal Rumble 2004, des voix ont plaidé en faveur de son inclusion au Hall of Fame. Ça n'arrivera jamais, on ne peut pas justifier l'acte qu'il a commis ni le dissocier de sa carrière. Certains aimeraient par contre voir Nancy être honorée pour son dévouement dans le monde du catch. Ce serait un bel hommage, un moyen de garder toujours en mémoire Nancy et Daniel, les vraies victimes de cette histoire. Et voilà, il est déjà temps de se quitter après 1h03 minutes. L'épisode que nous allons, le prochain catcheur qui va être mis à l'honneur, c'est nul autre que, vous le voyez juste là, mesdames et messieurs, à terre, c'est Roman Reigns. Demain, mercredi après-midi, nous mettrons à l'honneur le Tribal Chief Roman Reigns. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, un bon retour à l'école pour nos abonnés mail. Et on se voit mercredi pour un nouvel épisode de notre série Grand Reportage WWE.